Les Connells à l'instant avec 74-75 juste avant Florent Pagny. Merci à tous ceux qui ont participé à l'aventure d'OFM. Bienvenue sur Sport FM, la nouvelle et la première radio de sport en Europe, la radio de tous les sports. David Wiseau, je suis ravi de démarrer cette superbe aventure avec vous. Bon réveil, tendez l'oreille, c'est tout nouveau, c'est Sport FM. Il est 6h. Sport OFM, le journal. François Lelio. Bonjour à tous et on débute par une surprise aux États-Unis. Contre toute attente, ce sont les Broncos de Denver qui ont remporté cette nuit la finale du Super Bowl. Ils ont battu les tenants du titre, les Green Bay Packers, par 31-24. Sur place à San Diego, notre correspondant Julien Segui. Énorme surprise, les Broncos de Denver ont réalisé un véritable exploit en battant les grands favoris et tenants du titre, les Packers de Green Bay 31-24. Au bout d'une rencontre à rebondissement. À 3 minutes 27 de la fin du match, John Elway, la superstar des Broncos, mènera la charge définitive en compagnie de son coureur préféré, Terrell Davis. Davis a réalisé une performance exceptionnelle en parcourant 157 yards et marqué 3 touchdowns, un nouveau record en Super Bowl. Le Kid de San Diego a logiquement été élu meilleur joueur du match, mais l'autre homme fort de cette rencontre a été bien sûr John Elway, le quarterback des Broncos, le beau gosse de 37 ans à la dentition parfaite qui a su cette nuit briser son image de magnifique perdant en remportant enfin son premier Super Bowl après 15 années de carrière et 3 Super Bowls de perdus. San Diego, Julien Segui pour Sport FM. Et retour sur le Super Bowl à la fin de cette édition avec le magazine de Pascal Sylvestre. Grande première pour Nicolas Escudé. Il est devenu ce matin le premier Français depuis 5 ans à se qualifier pour les quarts de finale des internationaux de tennis d'Australie. À Melbourne, on retrouve Guy Barbier. C'est l'Australia Day aujourd'hui, jour de fête nationale en Australie, mais au stade de Melbourne Park, c'est un Français qui a tiré la première salve du feu d'artifice. Nicolas Escudé, 81e joueur mondial, s'est qualifié pour les quarts de finale en dominant en 3-7, 7-6, 6-3, 6-2, l'Australien Todd Woodbridge, 33e mondial. Escudé a d'abord comblé un break de retard dans le premier set pour revenir à 5 partout, avant de jouer un tie-break parfait. Avec beaucoup de sang-froid, il a ensuite gardé le contrôle du reste du match. À 21 ans, Escudé, tombeur de Gustavo Kuerten au deuxième tour, va jouer ses premiers quarts de finale en Grand Chelem dans ce qui est seulement le 4e tournoi majeur de sa carrière. Il sera opposé à l'Allemand Nicolas Kiefer, 20 ans, 29e mondial, qui vient de battre un autre Français, Guillaume Raoux, en 3-7, 6-3, 6-4, 7-5. Quant à Sandrine Testu, tête de série numéro 9, elle vient elle aussi de se qualifier pour les quarts de finale du simple dame en dominant 3-6, 6-1, 6-2 la Thaïlandaise Tamarine Tanasugarn. À Melbourne, Guy Barbier pour Sport OFM. Et les internationaux d'Australie, c'est à suivre toute la matinée sur notre antenne. Sport FM, il est 6h03. Il y avait 2 matchs décalés hier soir de la 24e journée du championnat de France de football de première division. Dans le derby de l'Atlantique, Nantes a battu Guingamp 2-0. Victoire également de Lyon face à Auxerre sur le score d'1-0. 2 matchs qui n'ont pas eu d'incidence sur le classement, mais c'est toujours leader avec 1 point d'avance sur Monaco et 2 sur Marseille et le PSG. Colomiers tient toujours la dragée haute au stade toulousain, le leader du classement de la poule 1 du championnat de France de rugby. Hier, Colomiers a battu La Rochelle 10-9 et justifié sa 2e place au classement à égalité de points avec Toulouse. De son côté, Narbonne, vainqueur de Béziers 22-10, remonte de la 5e à la 3e place. Belle performance également de Montferrand qui a écrasé Nice 63-0. Enfin, comme premier retour sur le Super Bowl et la surprise cette nuit à San Diego où les Broncos de Denver ont battu les Green Bay Packers. Victoire suivie en direct par 800 millions de téléspectateurs dans 187 pays. Pascal Sylvestre. En gagnant le 32e Super Bowl, Denver est devenu le premier club de la conférence américaine à remporter le championnat de football américain depuis 1984. Une performance surprenante tant la supériorité des Green Bay Packers semblait évidente avant le coup d'envoi du match. Terrell Davis, coureur vedette des Broncos, auteur de 3 touchdowns, a été élu MVP, meilleur joueur du match. Richard Tarditz, seul Français à avoir porté un uniforme NFL, a regardé le match depuis Atlanta. Richard, les Green Bay Packers étaient largement favoris pour gagner le 32e Super Bowl. Comment expliquez-vous la victoire surprise des Denver Broncos ? Denver avec une attaque au sol très efficace, avec une défense qui ne plie mais qui ne rompt pas, et surtout en évitant de faire des erreurs, a réussi à prouver une fois de plus que vraiment le football américain de base, en fait, peut gagner des matchs. Alors la victoire de Denver est d'abord celle de John Elway. On dit du quarterback des Broncos qu'il possède le meilleur bras de l'histoire de la NFL. Êtes-vous, comme beaucoup d'Américains, un fan d'Elway ? Oui, je pense que comme moi, comme tous les autres Américains, tout le monde est un peu un fan d'Elway. Il faut avouer que c'est quand même sa 4e Super Bowl. Malheureusement, il a perdu les 3 premières. C'est un joueur qui a toujours montré l'exemple, que ce soit au niveau des médias, puisqu'il n'est pas le genre de gars qu'on a retrouvé à la une des journaux
pour des problèmes de viol, ou de violence ou de drogue. C'est un joueur un peu modèle qui est marié avec des enfants, donc c'est un peu le joueur que tous les enfants voudraient bien devenir. Et je crois qu'un peu toujours c'est un peu sur l'apothéose aujourd'hui, quoi. Après 15 ans de carrière dans la NFL, après des moments où il est presque arrivé au top, il n'a pas pu y arriver. Et il a finalement la Super Bowl, il a finalement cette bague que tout le monde convoite un peu, qui a joué au football américain. Et je crois que moi je tire mon chapeau et je crois que tous les jeunes américains sont contents pour lui. Dans le passé, les Broncos avaient participé à 4 Super Bowls, 4 apparitions, 4 échecs. Les Dallas Cowboys, les New York Giants, les Washington Redskins et les San Francisco 49ers avaient successivement humilié les footballeurs du Colorado. Écart moyen lors des 4 défaites, 25 points. Cette année, les Broncos ont pris leur revanche et réussi à imposer le football peu académique de la conférence américaine. La NFL, National Football League, est divisée en deux. D'un côté, la conférence nationale, historiquement la plus ancienne. De l'autre, la conférence américaine. Le Super Bowl oppose depuis 32 ans le meilleur club de chaque conférence. Lors des 13 dernières éditions de l'événement le plus important du calendrier sportif américain, les clubs de la conférence nationale l'avaient systématiquement emporté. La semaine dernière, les bookmakers de Las Vegas donnaient les Green Bay Packers largement vainqueurs. Les books se sont trompés. Les Broncos ont gagné et Denver jubile. La capitale du Colorado, à l'inverse de Green Bay, possède une équipe professionnelle dans chacun des grands championnats américains. Brillant sur les terrains de baseball et les patinoires de hockey, les hommes du Colorado sont par contre d'une rare médiocrité lorsqu'il s'agit de jouer au basketball. Les Denver Nuggets ont mis fin il y a 2 jours à une série de 23 défaites consécutives en s'imposant face aux Los Angeles Clippers. Victoire qui n'empêchera pas les Nuggets de battre dans quelques mois le record de défaites concédées lors d'une saison NBA. Au moins, les fans de Denver peuvent-ils aujourd'hui célébrer la première victoire de leur équipe de football dans le Super Bowl. Victoire qui porte définitivement John Elway au paradis des éléphants du foot américain. Elway, le quarterback des Broncos, détenait déjà le record de matchs gagnés en saison régulière avec 138 victoires. Un record inutile tant qu'il n'avait pas gagné le Super Bowl. Elway, depuis cette nuit, a cessé d'être le loser doué dont tous ses adversaires se moquaient à mi-voix. Il est devenu à 37 ans un modèle pour tous les mâles américains. Modèle de persévérance, d'humilité et de talent. La semaine dernière, Brett Favre, son homologue chez les Packers, avouait qu'il soutiendrait volontiers Elway si celui-ci ne jouait pas dans l'équipe d'en face. À cela, Mike Shanahan, le coach des Broncos, répondait que son joueur était l'athlète le plus compétitif qu'il ait jamais rencontré. Il joue au ping-pong comme si c'était le Super Bowl, assurait l'entraîneur de Denver. Aujourd'hui, Elway peut prendre le chemin de la retraite avec la conscience tranquille et gérer ses petites affaires sereinement. Les médias américains estiment déjà sa fortune personnelle aux environs de 600 millions de francs. De quoi jouer au ping-pong à l'avenir en toute décontraction. Et puisqu'on parle d'argent, sachez que pendant la retransmission de la finale sur les télés américaines, 1 minute de publicité coûtait la bagatelle de 16 millions de francs. Avec Citroën Félix Faure, fournisseur officiel en bonnes affaires. La grisaille dominera aujourd'hui. Des éclaircies sont toutefois possibles sur la moitié nord et le sud-est du pays. En revanche, c'est la pluie et la neige qui sont au programme sur le sud-ouest. Du côté des températures, les minimales varieront de -7 à 5 degrés et les maximales de 0 à 10 degrés. 10 degrés sur le pourtour méditerranéen. 6h08, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue sur Sport FM, la première et la seule radio de sport en Europe. Tout le sport, toute la journée, c'est sur 99.9. Vous pourrez retrouver notamment tous les résultats, toutes les 10 minutes, des adresses, des conseils, des reportages, des directs, bref, du sport tous les jours de 6h du matin jusqu'à minuit et plus. Ce sera le cas dans quelques semaines avec les Jeux Olympiques de Nagano, 6h08. Bonjour, c'est Marie-Claire Restou et faites comme moi, j'écoute Sport OFM tous les jours sur 99.9. C'est Jean Galfion et je salue tous les auditeurs de Sport OFM. Salut, c'est Philippe Candeloro sur Sport OFM. Bonjour, Guillaume Raoux de Melbourne. Je fais un petit clin d'œil et beaucoup de soleil de l'été australien. Bonne matinée, bon réveil avec nous. Dans 2 petites minutes, nous parlerons de sport et d'argent avec Bénédicte Mathieu. Il sera question d'un sigle que nous avons porté presque tous une fois dans notre vie, que l'équipe du Brésil portera lors de la prochaine Coupe du Monde. La virgule de Nike, virgule avec beaucoup de zéros derrière. Il est 6h10. Sport OFM, le Flash. Florence Mathieu. Bonjour
Bonjour, les Packers de Green Bay étaient donnés favoris. Ce sont les Broncos de Denver qui ont emporté cette nuit le 32e Super Bowl. Ils ont battu les tenants du titre 31-24. La 5e tentative a été la bonne après 4 finales perdues, dont la dernière en 90. Denver remporte son premier Super Bowl. C'est la consécration pour John Elway, le quarterback des Broncos, qui pourrait mettre prochainement un terme à sa carrière. Cette finale a été regardée par 800 millions de téléspectateurs dans le monde. Nicolas Escudé, heureux, il s'est qualifié cette nuit pour les quarts de finale de l'Open de tennis d'Australie. Il a battu l'Australien Woodbridge en 3-7, 7-6, 6-3, 6-2. Sandrine Testus est également qualifiée. Elle a battu la Thaïlandaise Tamarin Tanasugarn en 3-7, 3-6, 6-1, 6-2. Déception en revanche pour Guillaume Raoux, battu par l'Allemand Nicolas Kiefer en 3-7. Autre match à suivre, celui de Lionel Roux qui est opposé au Chilien Marcelo Rios. Football, il y avait hier 2 matchs en retard de la 24e journée du championnat de France de D1. Lyon a battu Auxerre, 1-0 et Nantes l'a emporté sur Guingamp 2-0. Au terme de la 24e journée, Metz est en tête du classement suivi par Monaco. Le Stade français reprend la tête du championnat de France de rugby dans la poule 2 lors de la 10e journée. Les Parisiens ont battu Montpellier 64-12. Bourgoin s'est imposé face à Toulon 27-6 et Grenoble s'est incliné face à Pau 44-15. Dans la poule 1, Colomiers est allé s'imposer à La Rochelle 10-9. Narbonne l'a emporté sur Béziers 22-10 et Montferrand a littéralement écrasé Nice 63-0. Le Stade toulousain conserve sa place de leader. Et puis on connaîtra en fin de matinée les 22 joueurs retenus pour affronter l'Angleterre le 7 février prochain au Stade de France pour le premier match du tournoi des 5 nations. Le 15 de France doit se trouver un nouveau capitaine. Philippe Saint-André et Abdelatif Benazi sont blessés. Sport OFM, l'argent du sport. Il y a le coquillage de Shell, le M de McDonald's, les anneaux olympiques et il y a le chouche. Le chouche, c'est la fameuse virgule de Nike. Elle a été dessinée en 1971 par une étudiante pour $35. Son commanditaire s'appelait Phil Knight. Ce commercial génial et sportif avait dans l'idée d'arroser le monde entier de chaussures confortables et pas chères. Aujourd'hui, la virgule est partout, sur le short de Ronaldo, sur la poitrine de Tiger Woods, sur le maillot jaune de Jan Ullrich, sur le débardeur de Michael Jordan ou sur les chaussures en or de Michael Johnson. Nike, c'est encore Pete Sampras, Marie Pierce, Monica Seles ou Cédric Pioline. Et dans les placards de presque tout le monde, il y a bien un t-shirt, des chaussures ou une casquette ornée par la virgule. En 1997, la firme pesait plus de 33 milliards de francs, plus que ses 3 principaux adversaires réunis, Adidas, Reebok et Asics. Pourtant, il y a eu quelques revers. Il y a d'abord eu cette rumeur selon laquelle Nike faisait fabriquer ses chaussures par des enfants en Chine ou au Bangladesh. Nike a démenti en envoyant des émissaires officiels. Dans les ateliers, les inspecteurs ont trouvé des adultes correctement payés. L'incident était clos. En sport aussi, cela ne va pas si fort. C'est que les virgules, il y en a trop. Aux internationaux d'Australie de tennis qui se disputent en ce moment à Melbourne, c'est une invasion. Rios, Ruseski, Sampras, Björkman, il y a même André Agassi que l'on croyait perdu pour le tennis. Alors évidemment, dans cette mer de virgules, on remarque un peu mieux les logos des concurrents. Mais Phil Knight s'en fiche peut-être. Nous sommes à 6 mois de la Coupe du Monde de football et il a d'autres sportifs à fouetter. Nike vient de signer un contrat avec l'équipe du Brésil pour 8 milliards de francs sur 10 ans et tente de séduire celle d'Angleterre pour 9 milliards de francs. Décidément, Nike ne boxe pas dans la même catégorie que les autres. Bon réveil, bonne matinée, 6h14 si vous vous intéressez au business du sport. Eh bien tous les lundis, mercredis et vendredis matin à 6h12, vous pourrez retrouver notamment le magazine économique du sport, l'argent du sport. Bonjour, c'est Marie-Claire Restou et faites comme moi, j'écoute Sport OFM sur 99.9. Jacques Dutronc, il est 5h, Paris s'éveille sur une nouvelle radio 100% sport. Bienvenue sur Sport FM, la première et la seule radio de tous les sports de 6h à minuit. Eh bien, nous vous proposons à partir d'aujourd'hui de parler des sports que vous pratiquez et de vous donner toutes les 10 minutes tous les résultats sportifs du moment. Et pour fêter cet événement, eh bien, je vous propose tout de suite de gagner un superbe cadeau qui vous permettra notamment de nous recevoir et de recevoir plus d'une 50aine de chaînes du monde entier à gagner un abonnement complet à Canal Satellite qui comprend bien sûr la pause, la parabole et l'abonnement à Canal Satellite. Et pour gagner ce superbe cadeau de bienvenue, un numéro que vous pouvez composer d'ores et déjà, le 08 36 68 75 50, étoile 2, 08 36 68 75 50. Bonne chance à tous pour gagner ce superbe cadeau. 08 36 68 75 50. Il est 6h18. Sport OFM, le Flash. François Lelio.
Sport OFM, toute l'information sportive, toutes les 10 minutes. Sport OFM, la radio de tous les sports et de tous les sportifs. Tout le sport, toute la journée, c'est sur Sport OFM 99.9. Adresse, conseils, bons plans, forme, santé, résultats, reportages, direct. Tout le sport, toute la journée sur Sport OFM 99.9. Sport OFM, le sport passionnément. Sport FM, bienvenue, 6h19. Dans 2 petites minutes, les accros de football retrouveront leur magazine du ballon rond avec Dimitri Moulin qui ce matin s'intéressera au club parisien et à leurs difficultés. Au sommaire, le PSG avec, après ces 2 dernières défaites, peut-il encore rêver au titre de champion de France? Nous verrons ça dans 2 petites minutes. Il est 6h20. Sport OFM, le flash. François Lelio. Grande première pour Nicolas Escudé. Il est devenu ce matin le premier Français depuis 5 ans à se qualifier pour les quarts de finale des internationaux de tennis d'Australie. Escudé a battu l'Australien Todd Woodbridge en 3-7, 7-6, 6-3, 6-2. Au prochain tour, il rencontrera l'Allemand Nicolas Kiefer, vainqueur de Guillaume Raoux. Qualification également pour les quarts de finale de Sandrine Testu, car où elle affrontera l'Espagnol Conchita Martinez. Et autre rencontre à suivre aujourd'hui, Lionel Roux face au Chilien Marcelo Rios et Mary Pierce face à la Slovaque Henrietta Nagyová. Surprise aux États-Unis, contre toute attente, ce sont les Broncos de Denver qui ont remporté cette nuit la finale du Super Bowl. Ils ont battu les tenants du titre, les Green Bay Packers, par 31-24. Les Broncos et leur quarterback John Elway n'avaient pas disputé la finale du championnat professionnel de football américain depuis 1990, date à laquelle ils avaient été battus à plate couture par les 49ers de San Francisco sur le score de 55-10. Il y avait 2 matchs décalés hier soir de la 24e journée du championnat de France de football de première division. Dans le derby de l'Atlantique, Nantes a battu Guingamp 2-0. Victoire également de Lyon face à Auxerre sur le score d'1-0. Au classement, Metz est toujours leader avec un point d'avance sur Monaco, 2 sur Marseille et le Paris Saint-Germain. Le PSG en proie au doute après sa défaite face au Havre samedi. Ainsi, l'entraîneur Ricardo pourrait être remercié dans les prochains jours si les Parisiens ne sortent pas vainqueurs de Montpellier dimanche en Coupe de la Ligue et le 4 février prochain en championnat. Si tel était le cas, ce serait la première fois que le PSG de l'Air Canal+ se séparerait d'un entraîneur au cours de saison. C'est en fin de matinée que l'on connaîtra la liste des 22 joueurs retenus pour affronter l'Angleterre le 7 février prochain au Stade de France lors du premier match du tournoi des 5 nations. Pour Orthez, condamné à l'exploit, les Béarnais, battus hier à Chalon-sur-Saône par 81-73, sont toujours 5e au classement du championnat de France de basket Pro A. S'ils veulent retrouver une place en Euroleague la saison prochaine, les Palois doivent absolument gagner tous les matchs suivants. Enfin, Kitzbühel, toujours au programme de la Coupe du Monde de ski. Aujourd'hui, c'est le slalom messieurs qui va se disputer. Côté français, à suivre Sébastien Amier. Les favoris sont bien sûr autrichiens avec Thomas Tangasinger et Thomas Sikora. Sport OFM, football. Dimitri Moulin. Y a-t-il encore une équipe capable de jouer au football à Paris? Le PSG et le Red Star donnent l'impression du contraire. Où va donc le Paris Saint-Germain, 4e seulement du championnat de D1? Gérard Etcheverry. Paris grippé, Paris démobilisé et Paris sifflé. Pour la 20e fois de son histoire, le Paris Saint-Germain s'est incliné samedi soir sur sa pelouse du Parc par 2 buts d'écart. Sous le seul angle historique, cette défaite concédée devant le Havre est donc très loin de constituer un seuil critique. En apparence, il n'y a pas vraiment lieu de sonner le tocsin. Seulement voilà, le football se vit au présent, même au Paris Saint-Germain. Et si l'on regarde de plus près le bilan de la semaine passée du club de Michel Denisot, il n'est pas exagéré de parler de cote d'alerte. Battu 2-0 mercredi à Bastia, les coéquipiers de Rail ont remis ça 3 jours plus tard devant une équipe qui occupait, il n'y a pas si longtemps encore, la zone dangereuse, refusant par 2 fois ce fauteuil de leader qui leur tendait pourtant les bras. Alors forcément, le public a grondé. À la mi-temps et à la fin du match, il a délivré un message clair aux joueurs et aux dirigeants. Coup de froid sur le parc par une glaciale soirée d'hiver. Une espèce de rituel cette saison, et Paul Le Guen n'arrive décidément pas à s'y faire. Et je suis lucide, je sais que je me suis rendu compte du match que l'on a fait quand même, je suis pas fou, mais
En même temps, il y a des raisons d'espérer, quoi. On a des ressources, on l'a prouvé par le passé, on a été très attaqués. Très honnêtement, on savait qu'au bout de 20 minutes, si on prenait un but, on allait se faire siffler. C'est comme ça ici, plus qu'ailleurs. On le sait, je suis là depuis un certain temps et je m'y attendais. Alors on sait que c'est un peu plus dur pour différentes raisons ici. C'est pour ça qu'il faut peut-être faire encore plus d'efforts pour que ça passe. En réalité, ce n'est pas tant cette défaite qui inquiète. Avec 2 petits points de retard, le Paris Saint-Germain peut très bien encore être champion. Mais il lui faut de toute urgence retrouver son identité et recadrer une défense qui paraît décidément orpheline quand Alain Roche n'est pas là. À l'évidence, l'équipe de Ricardo et de Batz est dans une impasse. Michel Denisot a beau parler à ses joueurs, Marco Pantelic a beau être lancé dans le grand bain comme samedi soir, rien n'y fait. Et pourtant, Paul Le Guen pense qu'il n'est pas déjà trop tard. C'est vrai qu'on n'a pas été bon, qu'on a fait un mauvais match, qu'il y a eu une faillite collective. Même si c'est très dur, même si ça fait très mal, même si on a envie de tout oublier, de ne pas penser au foot. Mais je pense qu'il faut au contraire se dire qu'il reste 10 matchs et que avant que ce soit perdu, il faut tout faire pour remobiliser tout le monde et puis faire de gros efforts pour s'y remettre. Si on arrive à bien se refaire après cette défaite, ce qui ne sera pas évident, mais ce qui est possible, on peut y arriver. Et le Red Star, 20e du classement de D2, il est en position de relégable, Julia Hollett. Malgré un jeu souvent offensif, les joueurs odoniens sont très irréguliers, ce qui laisse la place à beaucoup d'erreurs, notamment en défense. Une défense paniquée dès que le ballon approche de la surface de réparation. Pourtant, à l'entraînement, la qualité de jeu ne laisse pas présager d'un tel classement, comme nous l'explique Jean Séraphin, l'entraîneur du Red Star. C'est vrai qu'à l'entraînement, on travaille bien, on met beaucoup de choses en place. Tout le monde adhère mais le problème, c'est qu'actuellement il y a toujours des séquences de matchs où on commet des erreurs comme ce soir, et ce sont des erreurs qui se retournent contre nous et où moralement on n'est pas suffisamment costaud pour pouvoir revenir. Plusieurs raisons dans le contexte du club peuvent expliquer ce manque de résultats. Le Stade Bauer par exemple, avec une pelouse grasse et très lourde à jouer et des structures décaties. Depuis quelques années, on fait miroiter au club la rénovation de son stade, des travaux qui devaient initialement se terminer pour la fin de cette saison et qui n'ont en fait toujours pas commencé. La difficulté du Red Star, c'est aussi un public fort peu nombreux, avec 1500 personnes en moyenne par match. Pourtant, malgré toutes ces difficultés, l'entraîneur garde espoir. Ce qu'il faut, c'est surtout reprendre confiance et ne pas laisser, je dirais, partir le bateau à la dérive. Et il faut réunir les forces vives et puis surtout qu'on puisse se préparer les 2 matchs à domicile contre Lorient et Sochaux dans de bonnes conditions. Il reste encore au Red Star 14 matchs à jouer avant la fin du championnat. 14 matchs pour sortir de la zone des relégables. 6h26 pour FM, la radio du football, avec une dizaine de magazines par semaine sur la vie des clubs français et étrangers. Tous les matins à 6h22, retrouvez donc votre magazine de football sur Sport FM. Dimitri Moulin nous parlait il y a quelques minutes des clubs parisiens, et la question du jour que nous vous posons pour avoir votre opinion concernant le Stade de France qui attend, vous le savez, un club de football pour la saison prochaine. Quelle équipe aimeriez-vous voir venir occuper ce stade? Nous attendons votre opinion sur ce sujet dès maintenant sur notre serveur vocal 08 36 68 75 50, 2 francs 23 la minute. Et dès la fin de cet après-midi, nous retrouverons une sélection de vos meilleures réponses à 16h30, 17h40 et 19h40. Je vous répète la question du jour. Le Stade de France attend un club de football pour la saison prochaine. Quelle équipe aimeriez-vous voir venir occuper ce stade? 08 36 68 75 50 pour donner votre opinion. À titre de circonstance ce matin, titre de fête pour fêter cette nouvelle radio, Bellini avec Carnaval. Dans un instant, à 6h34, le rugby sera à l'honneur avec Stéphane Larrégui et son magazine. Au menu ce matin, le Stade français qui relève la tête après un léger passage à vide et une discipline qui se développe aussi, le rugby à 7. Sans oublier juste après les pronostics hippiques de Laurent Broumède. Il est 6h30. Sport OFM, le journal. Florence Mathieu. À la surprise générale, les Broncos de Denver ont emporté cette nuit le 32e Super Bowl. Ils ont battu les Green Bay Packers, les tenants du titre, 31-24. La 5e tentative a été la bonne. Après 4 finales perdues, dont la dernière en 90, Denver remporte son premier Super Bowl. C'est la consécration pour John Elway, le quarterback des Broncos. Cette finale a été regardée par 800 millions de téléspectateurs dans le monde. Football, il y avait hier 2 matchs en retard de la 24e journée du championnat de France de D1.
Lyon a battu Auxerre 1-0 et Nantes l'a emporté sur Guingamp 2-0. Au terme de la 24e journée, Metz est en tête du classement, suivi par Monaco. Le Paris Saint-Germain, lui, est 4e et Ricardo est en sursis. L'entraîneur du PSG pourrait être remercié si son équipe ne redresse pas la tête face à Montpellier qu'il rencontre 2 fois, dimanche prochain en Coupe de la Ligue et mercredi 4 février en championnat. Si tel était le cas, ce serait la première fois que le PSG de l'ère Canal+ se séparait d'un entraîneur en cours de 16 ans. 9 ans après l'avoir quitté, Jean-Luc Lagardère s'apprêterait à faire bientôt son grand retour dans le monde du football. Il se dit que l'ancien patron du Matra Racing étudie sérieusement cette éventualité. L'homme d'affaires pourrait prendre les rênes d'un nouveau club, lequel irait bien évidemment jouer au Stade de France. Les révélations de Gérard Etcheverry. Si Jean-Luc Lagardère n'a pas encore pris sa décision finale, cela y ressemble tout de même d'assez près. Le patron du groupe qui porte son nom est sur le chemin qui mène au Stade de France, théâtre majestueux pour son grand retour dans le football. Pour l'instant, il réfléchit, consulte beaucoup, mais il n'en prépare pas moins le scénario de la pièce qu'il sera probablement amené à jouer la saison prochaine. On connaît le problème. Le Stade de France, notre petite merveille, se doit de trouver rapidement un locataire puisqu'il semble définitivement acquis que le Paris Saint-Germain restera bien au Parc des Princes après la Coupe du Monde. En rupture de stock, 2 candidatures se dégagent néanmoins ce lundi 26 janvier. Celle qui mettrait en avant un club s'appuyant sur une assise populaire, un Red Star ouvrant largement son capital et s'associant par exemple avec Aubervilliers. L'autre projet, plus séduisant, s'accorde lui autour de noms plus prestigieux les uns que les autres. Le Racing, club formateur par excellence, Saint-Denis-Saint-Leu avec Dominique Rocheteau, la Juventus de Turin contribuerait même, dit-on, à apporter son prestige. Et bien entendu, sur ce très beau projet serait inscrit en lettres d'or le nom de Jean-Luc Lagardère qui retrouverait un football ayant bien changé depuis sa première expérience avec le Matra Racing. À l'évidence, ce projet semble avoir les faveurs de Marie-Georges Buffet, mais aussi de Michel Platini qui n'a pas caché l'automne dernier que le Racing lui semblait être le club le plus digne pour s'installer au Stade de France. Autant de paramètres favorables qui devraient contribuer au retour de Jean-Luc Lagardère dans le football. À l'heure où son groupe se prépare à prendre pied dans de nouveaux médias audiovisuels, y a-t-il plus beau challenge à relever et entre nous, plus beau théâtre que celui du Stade de France pour que la pièce soit belle? Les parties prenantes du football national verraient sans doute d'un bon œil le retour de Jean-Luc Lagardère et même Patrick Braouzek, le député maire de Saint-Denis, se dit prêt à rencontrer très vite le grand industriel pour envisager cette éventualité. Avec Citroën Félix Faure, fournisseur officiel en bonnes affaires. Le temps, grisaille au programme sur la majeure partie du pays, petites éclaircies sur la moitié nord et petits flocons sur le sud-ouest. Côté température, les maximales atteindront péniblement les 2 degrés dans le nord-est et 10 degrés sur le pourtour méditerranéen. Sport FM, il est 6h34. Sport OFM, rugby. Stéphane Larrégui. Le Stade français relève la tête. Après un début de saison tonitruant, les stadistes ont connu un petit passage à vide en championnat comme en Coupe d'Europe. Éliminés face à Colomiers en demi-finale de la Conférence européenne, battus à Perpignan puis à Pau en championnat, les Parisiens sont brutalement redescendus de leur nuage. Christophe Le Suc, le demi de mêlée du Stade français. Il y a eu un petit passage à vide au mois de décembre. Moi je pense que surtout du fait que les matchs ont été plus durs, on n'est pas encore rodé. On sortait d'une conférence européenne où le niveau est mauvais. On n'a pas encore une expérience de jouer des matchs de haut niveau tous les week-ends. Et la preuve, c'est qu'on a fait des fautes justement à ces matchs clés qui nous ont coûté des défaites. C'est vrai qu'on a peut-être un peu physiquement, on a un peu marqué le pas, mais bon, il n'y a pas quand même de choses catastrophiques. Selon les joueurs, la situation est loin d'être alarmante. Un sentiment partagé par Bernard Laporte, l'entraîneur du 15 parisien. Parler de contre-performance, c'est un peu difficile. Je crois qu'il faut rester lucide. Autant il ne faut pas s'enflammer quand ça va bien, mais il ne faut pas non plus, je pense, s'enterrer quand on perd de cette façon-là. Je crois que le seul match un peu pénible, c'était le match à Pau où on n'avait pas été présent dans le combat. Hormis ce match-là, je crois que le Stade français avait fait de bonnes figurations à l'extérieur. Je ne suis pas du tout pessimiste, au contraire. Je dis que, vous savez, l'équipe de France aujourd'hui est en train de passer par des travers pour, à mon avis, réussir dans le plus long terme, et j'en suis pratiquement convaincu. Mais le Stade français en est un peu à cette charnière-là. À la différence près, c'est que le Stade français a gagné 6 fois sur 8. Du côté de Jean Bouin, on ne s'affole pas trop, on fait confiance au collectif. Un collectif qui arrivera sûrement à refaire la différence dans les rencontres à venir. Vincent Moscato, le capitaine du Stade français. C'est vrai qu'actuellement, on avait un peu perdu le collectif, mais je crois que quand il y a quelques personnes, quelques joueurs qui doutent un peu dans la tête parce qu'ils réussissent pas à certains moments certains trucs, je crois que le doute s'installe et puis c'est un passage et maintenant on va un peu se réveiller, se reprendre en compte, avoir confiance en nous et puis repartir de bon pied comme on a fait contre Agen, même si c'est pas spectaculaire, mais enfin on marque quand même 3 essais.
3 essais au rugby, c'est quand même pas mal. Dimanche, les Parisiens iront à Toulon pour marquer des essais et pour gagner, afin de montrer à ceux qui s'inquiétaient que cette période difficile n'était qu'une décompression passagère. Le rugby à 7 a-t-il un avenir dans l'Hexagone ? Le rugby à 7, ce jeu auquel on joue dès le plus jeune âge dans l'hémisphère sud, est encore peu pratiqué en France. Dommage, car les meilleurs joueurs de 15 ont tous commencé à 7. Christophe Brun. Les pays de l'hémisphère sud ont compris depuis longtemps que le rugby à 7 était celui qui développerait chez leurs joueurs les qualités physiques, mais aussi les qualités de gestion du temps et de l'espace que ce jeu impose. Vitesse, engagement, temps très court avec demi-temps de 7 minutes et espace très grand avec un terrain normal et uniquement 7 joueurs. Dans le sud, décidément très lointain, le Sevens est un laboratoire et un réservoir pour former des joueurs destinés, pour notre plus grand malheur, à venir jouer à 15. À l'image du beach volley qui a rendu ses lettres de noblesse au volleyball traditionnel, ou du streetball qui a redonné un souffle nouveau au basket, le rugby à 7 pourrait être la discipline bénie de notre rugby, attirant les jeunes, donnant à nos espoirs les atouts qui pourraient faire d'eux les terreurs du 15 de demain. Je vous parlais des nations de l'hémisphère sud, jugez plutôt Peter Rossouw, André Winter, James Small, Jos van der Verstruisen, 4 des bourreaux sud-africains de l'équipe de France en novembre dernier, joueurs de 7. Andrew Mertens, Glenn Osborne, Jeff Wilson, Jonah Lomu, 4 des titulaires de l'équipe des Blacks, joueurs de 7 encore. Devant une telle démonstration, les dirigeants français, à leur habitude, ne pouvaient que faire l'inverse. Vous dites, on marche sur la tête. L'équipe de France, participant au tournoi international de rugby à 7 de Punta del Este, s'est retrouvée, elle, cul par-dessus tête. Composée exclusivement de joueurs de groupe A2, elle fut éliminée en quart de finale de la deuxième compétition par l'Uruguay, une grande nation certes, mais de football. Les meilleures équipes mondiales se retrouveront au stade Charletti les 16 et 17 mai prochains pour l'Air France Sevens, l'un des plus grands tournois de rugby à 7 au monde. Sport OFM, les pronostics hippiques, Laurent Bromède et Pascal Raymond-Lamy. Bonjour à tous, l'hippodrome de Paris-Vincennes résonnera encore cet après-midi des clameurs de l'immense foule qui a salué hier la performance de Dryade des Bois dans le Prix d'Amérique. Record de vitesse de l'épreuve, 1 minute 14 secondes 3 dixièmes au kilomètre et un nouvel exploit de driver Jos Verbeek. Cela fait plus de 10 quintés plus d'affilée qu'il est à l'arrivée. Et hier, après que sa jument ait complètement raté son départ, il lui fallait un moral d'acier et beaucoup de talent pour venir l'emporter. Nous y reviendrons le week-end prochain dans notre magazine. Alors, mon coup de cœur pour ce lundi, ce sera tout simplement de suivre Jos Verbeek dans les 4 courses où il drive. Jouons donc Fickway de Canisi le 504. Puis Danseuse de Lara le 602, Guanahani le 807 et Jos de Giel le 907. Ce serait bien étonnant que Jos ne nous offre pas au moins 1 ou 2 victoires. Mes préférés pour les autres épreuves, le 110 Gamma de Marbeuf, le 210 Alimed, un jeune trotteur très prometteur, le 317 Douala, bourré de classe, le 402 Fourir et le section 3 Eddy des Ormeaux. Résultat, cet après-midi, toutes les demi-heures sur Sport OFM et tous les rapports juste après 20h et 22h30. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Dans 2 petites minutes, nous retrouverons un nouveau rendez-vous 5 dates, une vie. Rendez-vous qui retracera chaque jour de la semaine les souvenirs insolites d'un sportif. Premier inscrit, le navigateur Laurent Bourgnon qui nous parlera de sa première traversée à l'âge de 4 ans. Il est 6h40. Sport OFM, le Flash. François Lelio. Surprise aux États-Unis, contre toute attente, ce sont les Broncos de Denver qui ont remporté cette nuit la finale du Super Bowl. Ils ont battu les tenants du titre, les Green Bay Packers, par 31-24. Les Broncos et leur quarterback John Elway n'avaient pas disputé la finale du championnat professionnel de football américain depuis 1990, date à laquelle ils avaient été battus à plate couture par les 49ers de San Francisco sur le score de 55-10. Grande première pour Nicolas Escudé. Il est devenu ce matin le premier Français depuis 5 ans à se qualifier pour les quarts de finale des internationaux de tennis d'Australie. Escudé a battu l'Australien Todd Woodbridge en 3-7, 7-6, 6-3, 6-2. Au prochain tour, il rencontrera l'Allemand Nicolas Kieffer, vainqueur de Guillaume Raoux. Qualification également pour les quarts de finale de Sandrine Testu, car où elle affrontera l'Espagnole Conchita Martinez. Autre rencontre à suivre aujourd'hui, Lionel Roux face au Chilien Marcelo Rios et Mary Pierce face à la Slovaque Henrietta Nagyová. Il y avait 2 matchs décalés hier soir de la 24e journée du championnat de France de football de première division. Dans le derby de l'Atlantique, Nantes a battu Guingamp 2-0. Victoire également de Lyon face à Auxerre sur le score d'1-0. Au classement, Metz est toujours leader avec 1 point d'avance sur Monaco, 2 sur Marseille et le PSG. Le PSG en proie au doute après sa défaite face au Havre samedi. Ainsi, l'entraîneur Ricardo pourrait être remercié dans les prochains jours si les Parisiens ne sortent pas vainqueurs de Montpellier dimanche en Coupe de la Ligue et le 4 février prochain en championnat. Si tel était le cas, ce serait la première fois que le PSG
PDG de l'Air Canal+, se séparerait d'un entraîneur en cours de saison. C'est en fin de matinée que l'on connaîtra la liste des 22 joueurs de l'équipe de France de rugby retenus pour affronter l'Angleterre le 7 février prochain au Stade de France lors du premier match du tournoi des 5 nations. Pour Orthez, condamné à l'exploit, les Béarnais battus hier à Chalon-sur-Saône par 80-73 sont toujours 5e au classement du championnat de basket Pro A. S'ils veulent retrouver une place en Euroleague la saison prochaine, les Palois doivent absolument gagner tous les matchs suivants. Enfin, Kitzbühel, toujours au programme de la Coupe du Monde de ski. Aujourd'hui, c'est le slalom messieurs qui va se disputer. Côté français, à suivre Sébastien Amier. Les favoris sont bien sûr autrichiens avec Thomas Tangasinger et Thomas Sikora. Sport OFM, 5 dates, une vie. Philippe Legrand. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous pour mieux connaître la vie d'un champion en 5 dates. Cette semaine, c'est Laurent Bourgnon, le navigateur vainqueur de la Transat Jacques Vabre, qui nous a réservé quelques surprises. Bonjour Laurent Bourgnon, que s'est-il vraiment passé le 15 septembre 1970 ? C'est le début d'une enfance malheureuse. En fait, c'est mes parents qui m'ont donc emmené sur un Josua, donc qui était un bateau de l'époque, pendant 2 ans, donc à l'âge de 4 ans. Donc à travers les Antilles, en voyage, à l'aventure, et voilà quoi, je dirais, au lieu d'aller user mes fonds de culotte sur les bancs de l'école, eh bien j'ai passé mes 2 premières années en fait en mer sur un bateau, donc en autarcie, en famille, et c'était un petit peu exceptionnel. Et bon, quand on a 4 ans, on s'en rend pas vraiment compte, mais en tout cas, c'est les premiers goûts à l'aventure, les découvertes de l'océan, et apprendre un petit peu à vivre de débrouillardise, de rencontres. Et puis un peu, c'est le départ d'une passion quelque part. Je me souviens, à l'époque, on arrivait dans une baie, on avait pêché un gros thon, un gros poisson. Spontanément, on allait voir les autres bateaux, on partageait ce gros poisson, parce qu'à bord, on n'avait de toute façon aucun moyen de conservation entre tous les bateaux, ce qui permettait de rencontrer des gens dans une ambiance conviviale. Et c'était tout le monde se connaissait. Il y avait vraiment, c'était une atmosphère exceptionnelle. Merci Laurent Bourgnon, et à demain pour découvrir une autre date. Prochain souvenir donc demain matin à 6h42 avec l'invité de la semaine, le navigateur Laurent Bourgnon, qui tout au long de la semaine, en 5 dates, retracera 5 souvenirs insolites de sa carrière. 6h44, Sport FM, la radio de tous les sports, et notamment ceux de l'extrême. Si vous êtes fan de funboard ou encore de traversées insolites, votre rendez-vous sur notre antenne est fixé pour ces sports de l'extrême le mercredi à 17h34 ou encore à 18h52. C'est Jean Galfion et je salue tous les auditeurs de Sport OFM. Boy à l'instant avec Sloop John B. Bienvenue sur la radio 100% Sport, Sport FM, 6h47, et à partir d'aujourd'hui, tous les jours, nous allons vous poser une question sur un sujet d'actualité sportive bien sûr, et la question du jour concerne le Stade de France qui attend, vous le savez, un club de football pour la saison prochaine. Quelle équipe aimeriez-vous voir venir occuper ce stade ? C'est la question du jour. On attend votre opinion sur ce sujet dès maintenant sur le 08 36 68 75 50, 2 francs 23 la minute, c'est le numéro de notre serveur vocal, et dès la fin de l'après-midi, nous retrouverons bien sûr une sélection de vos meilleures réponses à 16h30, 17h40 et 19h40. 08 36 68 75 50 pour récolter votre opinion sur cette question. Bonjour, c'est Marie-Claire Restou et faites comme moi, j'écoute Sport OFM tous les jours sur 99.9. C'est Jean Galfion et je salue tous les auditeurs de Sport OFM. Salut, c'est Philippe Candeloro sur Sport OFM. Bonjour, Guillaume Raoux de Melbourne. Je fais un petit clin d'œil et beaucoup de soleil de l'été australien. Et bonne chance à Sport OFM. Bonjour, ici Cédric Pioline. Bonne chance à Sport OFM pour l'année 98. Bonjour, je suis Chamarazi et puis j'espère, je suis ici en Australie, il fait une chaleur magnifique et puis bonne chance à Sport OFM, bonne chance à vous.
Bonjour, c'est Laetitia Hubert. Faites comme moi, retrouvez l'info sportif sur Sport OFM. Dans un petit instant, nous retrouverons Quotidien Santé qui, à l'heure du petit déjeuner, pour certains, nous parlera des avantages du café dans la pratique de votre sport favori. Il est 6h50. Sport OFM, le flash. Florence Mathieu. Déjà 2 Français qualifiés pour les quarts de finale de l'Open de tennis d'Australie. Nicolas Escudé a battu cette nuit l'Australien Todd Woodbridge en 3-7, 7-6, 6-3, 6-2. L'Allemand Nicolas Kiefer sera son prochain adversaire. Kiefer qui a battu Guillaume Raoult en 3-7. Belle performance également pour Sandrine Testu, vainqueur de la Thaïlandaise Tamarine Tanasugarn en 3-7, 3-6, 6-1, 6-2. Autre match à suivre, Lionel Roux, Marcelo Rios et Marie Pierce, Henrietta Nagyová. Les Packers de Green Bay étaient donnés favoris. Ce sont les Broncos de Denver qui ont emporté cette nuit le 32e Super Bowl. Ils ont battu les tenants du titre 31-24. La 5e tentative a été la bonne après 4 finales perdues, dont la dernière en 90. Denver remporte son premier Super Bowl. Cette finale a été regardée par 800 millions de téléspectateurs dans le monde. Football, il y avait hier 2 matchs en retard de la 24e journée du championnat de France de D1. Lyon a battu Auxerre 1-0 et Nantes l'a emporté sur Guingamp 2-0. Au terme de la 24e journée, Metz est en tête du classement, suivi par Monaco. La Juventus détrône l'Inter de Milan. L'équipe de Zidane a battu Atalanta alors que l'Inter de Milan a été tenu en échec à Empoli lors de la 17e journée du championnat italien. Résultat, la Juventus obtient le titre honorifique de champion d'hiver. En handball, on jouait hier 3 matchs en retard de la 18e journée du championnat de D1. Bordeaux l'a emporté sur Nice 20-17, Dunkerque sur Ponto Combo 31-25 et Chambéry est allé battre Créteil 31-22. Chambéry qui conserve la première place du championnat. Kitzbühel à l'heure du slalom. À 2 semaines de Nagano, les Autrichiens sont en forme olympique. À surveiller Stangasinger, vainqueur hier du premier slalom, et Sikora, 2e. Et côté français, on regardera Sébastien Amier. Stéphane Peter Ancel fait citoyen d'honneur de Vesoul, vainqueur de la dernière édition du Paris-Dakar pour la 6e fois. Sa ville lui rend hommage aujourd'hui. Sport OFM, Quotidien Santé, Christophe Brun. Comment éviter les effets indésirables du café cognac sur l'organisme? En enlevant le café, sûrement. En tout cas, c'est la meilleure façon de ne pas ressentir les conséquences de la fameuse caféine. Car vous le savez, c'est elle qui est responsable des palpitations et autres tremblements. La caféine est un excitant en général et un excitant du muscle cardiaque en particulier. Donc à première vue, ça n'est pas très bon pour la santé. Pourtant, la consommation modérée de café est bénéfique pour les performances sportives et intellectuelles. En effet, un petit noir correspond souvent à un bon moment de détente, toujours nécessaire à la préparation d'une compétition ou même d'un examen. Le café est champion pour s'opposer aux effets de la fatigue. Ses propriétés stimulantes sur la vigilance vous empêcheront de vous endormir à la barre de votre bateau ou au volant de votre voiture. Mais ça, c'est plutôt classique. En revanche, il a aussi la capacité de raccourcir vos temps de réaction lors d'efforts physiques prolongés, par exemple pendant un match de tennis endiablé. Une autre excellente nouvelle, et je sens que ceci va faire des heureux, lors d'épreuves d'endurance, la présence modérée de café, bien sûr, épargne votre stock de sucre, appelé glycogène, lorsqu'il est en réserve dans l'organisme. Cette particularité favorise la combustion des graisses. Autrement dit, dans ce cas de figure, vous piochez directement dans votre excès de poids, ce qui, nous y arrivons, rendra un grand service à vos efforts de régime. Autre avantage du café, consommé sans sucre et sans cognac, il n'apporte que 2 calories par tasse. Il est riche en potassium, en magnésium, en manganèse et en vitamine PP, utile au bon fonctionnement du système nerveux. Mais attention, un excès de café pourra entraîner chez les sportifs un contrôle antidopage positif. Et pour les autres, des nuits blanches, au cours desquelles toutefois, Sport OFM vous sera d'un grand secours. 6h54, Sport OFM, la radio de tous les sports et de la santé aussi. Tout à l'heure, à partir de 9h30, vous retrouverez le magazine de la santé avec Nathalie Prado qui, pendant une demi-heure, abordera le thème du ski, de ses dangers. Il sera question notamment de prévention avec un kinésithérapeute qui sera avec nous en direct. Le docteur Binet aussi, responsable de l'association des médecins de stations de sport d'hiver. Et puis vous retrouverez aussi le chanteur Philippe Laville qui parlera du terrible accident de ski qui a failli lui coûter la vie. C'était l'année dernière. Rendez-vous donc tout à l'heure à partir de 9h30 pour le magazine de la santé consacré aux accidents de ski. Sport OFM, Automoto. Éric Gendry.
Événement majeur du début de saison de sport automobile, le 66e rallye de Monte-Carlo a pris fin mercredi dernier avec un retour victorieux après 2 ans de mise à l'écart pour tricherie du constructeur japonais Toyota. 3e victoire de Carlos Sainz en principauté et puis surtout de nombreuses raisons d'espérer pour tous les pilotes français. À Monaco, le reportage de Vincent Nicou. Ils étaient 6 constructeurs au départ du dernier rallye Monte-Carlo, première manche du championnat du monde 98. D'entrée, l'équipe Toyota en l'emportant en principauté grâce à l'espagnol Carlos Sainz affiche ses ambitions et espère un nouveau titre mondial comme le confirme le français Didier Auriol. Le rallye en ce moment évolue dans le bon sens, c'est-à-dire il y a de plus en plus de belles voitures, les voitures sont au bout, donc ça fait des courses très intéressantes et on a pu savoir qu'au Monte-Carlo, tout le monde s'est encore battu pas mal à coups de seconde encore dans les dernières spéciales, donc ça peut être que positif pour l'avenir du rallye. J'espère que moi la saison ira beaucoup mieux pour moi et que la chance tournera un petit peu de mon côté. Mais les représentants japonais, avec aussi Subaru et Mitsubishi, ont du souci à se faire. L'équipe Ford, avec la seconde place de Yuha Kankkunen, confirme la grande forme entrevue en fin de saison passée. Et ce, d'autant plus que le Finlandais trouvera en Suède un terrain plus à sa convenance. Son coéquipier, le Belge Bruno Thierry, compte beaucoup sur cette saison 98. La voiture est très performante sur l'asphalte. Les Ford vont très très bien. On a une très bonne base comme voiture et je crois que le championnat du monde des constructeurs va être disputé. La bataille s'annonce donc très équilibrée. Ford sera le seul représentant européen face à l'armada japonaise et comme François Delecourt, on peut regretter l'absence de tout représentant tricolore. Je crois avoir très souvent prouvé en mondial que j'étais un pilote quand même assez éclectique et notamment dans des conditions de glisse, d'adhérence précaire, neige et compagnie, que j'étais toujours bien glacé et devant. Donc j'aimerais maintenant revenir un petit peu sur la terre. En attendant le retour du Lion sur les pistes mondiales, le rallye de Suède permettra de se faire une idée plus précise sur cette nouvelle saison. Monaco, Vincent Nicot pour Sport OFM. Autre événement majeur de ce début de saison, mais de portée nationale, celui-là, le 29e salon de la voiture et de la moto de course au Parc Floral de Vincennes. L'occasion d'admirer de près plusieurs générations de voitures de course. L'occasion aussi de se pencher sur un phénomène qui chaque année rassemble de plus en plus de passionnés, le tuning. Mathieu Vendrely. Poignée de frein ou jante en aluminium, clignotant toutes les couleurs, tous les moyens sont bons pour faire de votre voiture un engin totalement personnel. Que les voitures soient neuves ou anciennes, que le client soit jeune ou âgé, tout le monde est désormais attiré par le tuning. Pour David Falk, co-gérant d'une société de tuning, tout le monde y trouve son bonheur avec éventuellement le risque de sortir de la légalité. Ça sert à embellir une voiture et à pas avoir la même voiture que monsieur tout le monde, par exemple. C'est de la frime ? Il y a peut-être un côté frime aussi là-dessus, mais ça dépend pour qui. C'est surtout aussi pour personnaliser sa voiture à son goût. Hein, et puis c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui friment avec ça, mais bon, ça continue comme ça depuis des années. Il y a des normes légales pour une voiture. Est-ce qu'elle a toujours le droit de rouler sur route Oui, il faut savoir que les pièces tuning sont de plus en plus homologuées. Hein, aujourd'hui, il y a un numéro d'homologation, c'est des produits qui sont affectés. Au niveau des plaques d'immatriculation, par contre, on peut rencontrer certains problèmes, notamment quand le client décide de mettre, par exemple, 2 blanches, une blanche à l'avant et une blanche à l'arrière. Donc, il peut y avoir ambiguïté et problème. Si cela vous donne des envies de tuning, sachez que les 27 et 28 juin prochains, à la base de loisirs de Saint-Leu-d'Esserand dans l'Oise, se tiendra le premier meeting international Tuning on the Waves. Voilà pour ce premier rendez-vous avec les sports mécaniques. Dorénavant, nous nous efforcerons tous les lundis et tous les vendredis de vous faire découvrir tout ce qui se passe sur 2 et sur 4 roues. Les amateurs de sport mécanique seront donc gâtés sur Sport OFM. Si vous aimez particulièrement les voitures, notez ce rendez-vous tous les samedis matins à 8h12 et le dimanche matin à 8h22. Jean-François Coulon essayera pour vous une voiture traditionnelle ou exceptionnelle. Et je crois que ce week-end, il essayera pour nous la nouvelle Ferrari. Sport FM, bienvenue juste après le journal. Nous retrouverons l'opinion de Gérard Etcheverry. Il reviendra sur la polémique sur le Stade de France. Il est 7h. Sport OFM, le journal. François Lelio. Les Français toujours en course aux internationaux de tennis d'Australie. Ce matin, Nicolas Escudé est devenu le premier Français depuis 5 ans à se qualifier pour les quarts de finale de cette compétition. Escudé a battu l'Australien Todd